Crime et châtiment par Dostoïevski, partie 19 du livre audio, chapitre 3 de la 6e partie du roman. Il voulait voir Svidrigaïlov au plus vite. Il ne savait pas lui-même ce qu'il pouvait espérer de cet homme, mais il lui semblait qu'il avait un pouvoir étrange sur lui. S'en étant rendu compte, il ne tenait plus en place. D'autre part, le temps était venu où il fallait lui parler. En chemin, la question de savoir si Svidrigaïlov avait parlé à Porphyri le tourmenta beaucoup. Pour autant qu'il pouvait en juger, il aurait juré que c'était non. Il réfléchit encore et se rappela tous les détails de son entrevue avec Porphyri et il en conclut « Non, il ne lui avait pas parlé. » Et s'il n'a pas parlé, parlera-t-il ou non ? Pour l'instant, il lui parut qu'il ne dirait rien. Pourquoi ? Il ne pouvait se l'expliquer et, s'il l'avait pu, il ne se serait pas donné la peine de se tracasser à ce propos. Tout cela le torturait, mais en même temps, il semblait avoir d'autres préoccupations plus importantes. C'était étrange, incroyable même, mais il ne se souciait que fort peu de son sort immédiat. Quelque chose d'autre le torturait, de bien plus important, de bien plus extraordinaire, qui le concernait lui-même et qui ne concernait personne d'autre, qui était quelque chose de capital. En outre, il ressentait une fatigue morale infinie, quoique, ce matin-là, il raisonna mieux que pendant ces derniers jours. Et puis, qu'avait-il besoin désormais, après tout ce qui était arrivé, de chercher à vaincre ces misérables difficultés nouvelles? Fallait-il se donner la peine, par exemple, d'intriguer pour empêcher Svidrigaïlov d'aller chez Porphyri, d'étudier la situation, de s'informer, de perdre du temps à cause d'un quelconque Svidrigaïlov? Oh, comme il en avait assez de tout cela! Pourtant, il se hâtait d'arriver chez Svidrigaïlov. N'attendait-il pas quelque chose de neuf de cet homme ? Quelque indication, quelque moyen d'en sortir ? Il arrive qu'on s'accroche même à une paille. N'était-ce pas le destin ? N'était-ce pas quelque instinct qui les poussait l'un vers l'autre ? Peut-être n'était-ce que la fatigue, le désespoir ? Peut-être lui fallait-il quelqu'un d'autre que Svidrigaïlov et n'était-il tombé sur lui que par hasard ? Sonia ? Pourquoi serait-il allé chez Sonia maintenant ? Lui demander de nouvelles larmes ? Et puis, il avait peur de Sonia. Sonia représentait, pour lui, la condamnation sans appel, la décision irrévocable. C'était à choisir. L'idée de Sonia ou la sienne. Il ne se sentait pas la force de la rencontrer, surtout en cette minute. Non. Ne valait-il pas mieux éprouver Svidrigaïlov, savoir ce qui se cachait derrière cet homme ? Et il ne pouvait plus nier que Svidrigaïlov lui était depuis longtemps nécessaire. Mais en somme, que pouvaient-ils avoir de commun ? Même leurs infamies ne pouvaient être pareilles. Cet homme était en outre très désagréable. Il était évidemment extrêmement vicieux, astucieux et trompeur. Très méchant peut-être. De telles rumeurs circulaient à son sujet. Il est vrai qu'il s'était donné du mal pour les enfants de Katerina Ivanovna, mais Dieu sait pour quelle raison et ce que cela signifiait. Cet homme avait toujours on ne sait quelle intention et quel projet. Une autre idée avait effleuré Raskolnikov ces jours-ci, et l'avait terriblement inquiété, bien qu'il eût essayé de la chasser, tant elle était effrayante. Il y pensait parfois. Svidrigaïlov avait tourné autour de lui et, d'ailleurs, il n'avait pas cessé. Svidrigaïlov avait appris son secret. Svidrigaïlov avait eu des vues sur Dounia. Et s'il en avait encore ? On pouvait dire, presque à coup sûr, oui, il en a. Et si maintenant, connaissant son secret et ayant acquis de ce fait un pouvoir sur lui, Svidrigaïlov voulait employer ce pouvoir, comme une arme contre Dounia,
Cette pensée le tourmentait même parfois pendant son sommeil, mais c'était la première fois qu'elle se présentait aussi clairement à sa conscience. La seule pensée de cette possibilité le mettait dans une rage profonde. D'abord, si c'était exact, toute la situation changerait. Il faudrait immédiatement révéler le secret à Dounia. Il faudrait peut-être aller se dénoncer pour empêcher Dunetchka de faire quelque imprudence. La lettre ? Ce matin, Dunetchka avait reçu une lettre. Qui aurait pu, à Pétersbourg, lui envoyer une lettre ? Serait-ce Lougine ? Il est vrai que Razumikine fait la garde de ce côté, mais Razumikine ne sait rien. Peut-être ferais-je bien de m'ouvrir à Razumikine aussi. Raskolnikov fut dégoûté à cette pensée. En tout cas, il faut parler à Svidrigaïlov le plus vite possible, décida-t-il définitivement. Grâce à Dieu, dans ce cas-ci, ce qui importe, ce ne sont pas les détails, mais plutôt l'essence de l'affaire. Mais s'il était capable de... Si Svidrigaïlov manigançait quelque chose contre Dounia, alors... Les événements de ce dernier mois avaient tellement fatigué Raskolnikov qu'il ne pouvait plus résoudre de pareils problèmes autrement que par une seule décision. Alors, je le tuerai. Il pensa cela avec un froid désespoir. Une sensation pénible serra son cœur. Il s'arrêta au milieu de la rue et chercha à reconnaître l'endroit où il se trouvait et à se rappeler comment il y était arrivé. Il était perspective Z, à 30 ou 40 pas de la place Senoï qu'il venait de traverser. Tout le premier étage de la maison qui se trouvait à sa gauche était occupé par une taverne. Les fenêtres de celle-ci étaient grandes ouvertes. La taverne était comble, à en juger par les gens qu'on voyait aux fenêtres. On entendait des chansons, le son d'une clarinette et d'un violon et le bruit d'une grosse caisse. On entendait des cris de femmes. Il se demandait pourquoi il avait pris la perspective Z. Il voulut revenir sur ses pas, mais soudain, il vit Svidrigaïlov assis, une pipe entre les dents, devant l'une des fenêtres ouvertes de la taverne, à une table où était servi le thé. Raskolnikov en fut stupéfait, presque épouvanté. Svidrigaïlov l'examinait en silence, et, ce qui frappa Raskolnikov, il fit un mouvement pour se lever, comme s'il voulait s'en aller avant qu'on ne le remarquât. Raskolnikov fit mine de ne pas l'avoir vu et de regarder pensivement ailleurs, tout en continuant de l'observer du coin de l'œil. Son cœur battait d'inquiétude. C'était bien cela ? Svidrigaïlov ne voulait pas qu'on le vît. Il enleva la pipe de sa bouche et voulut se cacher. Il se leva et écarta la chaise, mais, ce faisant, il vit que Raskolnikov l'observait. Il se passa, entre eux, une scène semblable à celle qui avait eu lieu chez Raskolnikov lors de leur première entrevue. Un sourire fripon apparut sur les lèvres de Svidrigaïlov et s'élargit rapidement. Chacun d'eux savait que l'autre l'observait. Enfin, Svidrigaïlov éclata d'un rire sonore. « Allons, allons, entrez, puisque vous le voulez. »« Je suis ici !» cria-t-il de la fenêtre. Raskolnikov monta à la taverne. Il le trouva dans une petite pièce du fond, éclairée par une seule fenêtre. Contiguë à la grande salle où des marchands, des employés d'administration et bien d'autres gens, assis à une vingtaine de petites tables, prenaient le thé en écoutant un chœur au milieu d'un bruit incessant. On entendait des billes de billard s'entrechoquant dans une autre pièce. Svidrigaïlov avait devant lui une bouteille de champagne entamée et un verre à demi plein. Il y avait encore, dans la minuscule pièce, un garçon avec un petit orgue de Barbarie et une jeune fille de 18 ans, aux joues rouges, vêtue d'une jupe rayée un peu troussée et d'un chapeau tyrolien garni de rubans, qui, malgré le chant du chœur de la pièce voisine, chantait elle-même, d'une voix de contralto assez enrouée, une chanson de Vallet accompagnée par l'orgue. « Bon, c'est assez !» interrompit Svidrigaïlov lorsque Raskolnikov entra. La jeune fille s'arrêta net de chanter et attendit respectueusement d'autres ordres.
Elle avait chanté sa chanson triviale avec une nuance de sérieux et de respect dans le visage. « Hola, Philippe, un verre !» cria Svidrigaïlov. « Je ne veux pas boire, » dit Raskolnikov. « Comme vous voulez. Ce n'est pas pour vous, d'ailleurs, que j'ai demandé le verre. Bois, Katia. Je n'ai plus besoin de rien aujourd'hui. Va. » Il lui versa un plein verre de champagne et sortit un billet de banque jaune. Katia but le verre d'un coup, comme font les femmes, c'est-à-dire sans quitter celui-ci des lèvres, en une vingtaine de petites gorgées. Elle prit le billet, baisa la main de Svidrigaïlov, ce qu'il laissa faire avec beaucoup de sérieux, et sortit de la chambre. Le gamin la suivit, entré dans les pieds. Svidrigaïlov avait ramassé Katia et le gamin en rue. Il n'était pas depuis une semaine à Pétersbourg et il était déjà considéré comme un ancien client. Le garçon de taverne, Philippe, était déjà une vieille connaissance et il rampait devant lui. On fermait la porte qui conduisait à la grande salle et Svidrigaïlov se trouvait comme chez lui dans la petite pièce. Il y passait, sans doute, des journées entières. C'était une méchante et sale taverne, d'une classe plus basse que la moyenne de ce genre d'établissement. « J'allais chez vous, » commença Raskolnikov. « Mais pourquoi ai-je tourné la perspective Z en venant de la place Sénoï ? Je ne prends jamais la perspective Z. Je tourne toujours à droite après avoir traversé la place Sénoï. Et puis, ce n'est pas le chemin pour me rendre chez vous. Je viens de m'engager dans cette perspective, et vous voilà. C'est bizarre. Pourquoi ne dites-vous pas directement que c'est un miracle ? Parce que ce n'est peut-être qu'un hasard. Voilà comment ils sont faits, les gens, dit Svidrigaïlov en riant. Ils n'avoueront pas qu'ils croient au miracle, même s'ils y croient en eux-mêmes. Vous dites bien que ce n'est peut-être qu'un hasard. Et comme ils sont tous poltrons ici, lorsqu'il s'agit de leur opinion personnelle. Vous ne sauriez vous l'imaginer, Rodion Romanovitch. Je ne parle pas de vous. Vous avez une opinion personnelle et vous n'avez pas peur de l'avoir. C'est pour cela que vous avez éveillé ma curiosité. Et pour rien d'autre. Mais cela suffit. Svidrigaïlov était dans un état quelque peu exalté, mais légèrement. Il n'avait bu qu'un demi-verre de champagne. « Il me semble que vous êtes venu chez moi avant de savoir que je suis capable d'avoir une opinion personnelle, » remarqua Raskolnikov. À ce moment, c'était une autre affaire. À chacun ses procédés. À propos du miracle, je vous dirais que vous dormez sans doute debout depuis 3 jours. Je vous ai moi-même indiqué cette taverne, et il n'y a aucun miracle à ce que vous soyez venu. Je vous ai aussi indiqué le chemin pour y venir, décrit l'endroit où elle se trouve et les heures où vous pouvez m'y trouver. Vous vous en souvenez ? Je l'ai oublié, répondit Raskolnikov avec étonnement. Je vous crois. Je vous en ai parlé 2 fois. L'adresse s'est gravée mécaniquement dans votre mémoire. Alors vous avez automatiquement emprunté cette avenue. Mais allant quand même à l'adresse précise sans le savoir. Lorsque je vous en avais parlé, je n'espérais pas que vous m'eussiez compris. Vous vous relâchez trop, Rodion Romanovitch. Voici encore une chose. Je suis convaincu que beaucoup de gens à Pétersbourg se parlent à eux-mêmes en marchant. C'est la ville des demi-fous. Si les sciences étaient cultivées chez nous, les médecins, les juristes et les philosophes auraient pu faire les plus précieuses observations à Pétersbourg. Chacun dans son domaine. Il y a peu d'endroits où une âme humaine subisse tant de sombres, de violentes, d'étranges influences. Et déjà, rien que les influences climatériques. En outre, c'est le centre administratif de toute la Russie, et ce caractère doit se refléter sur tout ce qui se passe et sur tout ce qui vit ici. Mais il ne s'agit pas de cela pour l'instant. Je vous ai regardé plusieurs fois, à distance. Vous sortez de chez vous avec la tête droite. Après avoir fait 20 pas, vous commencez à baisser la tête et vous mettez vos mains derrière le dos. Vous regardez, mais, de toute évidence, vous ne voyez plus rien ni devant ni sur le côté. Enfin, vous commencez à remuer vos lèvres en vous parlant à vous-même. Vous libérez un bras et vous déclamez. Finalement, vous vous arrêtez au milieu du chemin
Et ceci pour longtemps. C'est très mauvais. Quelqu'un vous observe peut-être, et c'est vraiment désavantageux pour vous. Cela m'est égal, en somme, et je ne vous guérirai pas, mais vous me comprenez, évidemment. Et vous savez qu'on me surveille ? Demanda Raskolnikov en lui jetant un coup d'œil inquisiteur. Non, je ne sais rien du tout, répondit Svidrigaïlov, qui sembla étonné. Alors, laissons donc ma personne en paix, murmura Raskolnikov en se renfrognant. C'est bien, laissons votre personne en paix. Dites-moi plutôt pourquoi vous avez essayé de vous écarter de la fenêtre et de vous cacher quand j'ai regardé dans la rue, puisque vous êtes habitué à venir ici et que vous m'avez dit, par 2 fois, de venir vous y rejoindre. J'ai très bien vu votre jeu. Hé hé, et pourquoi avez-vous fait semblant de dormir tout en étant éveillé ? Lorsque j'étais debout sur le seuil de votre chambre et que vous étiez couché sur le divan, les yeux fermés, j'ai très bien vu votre jeu aussi. J'ai pu aussi avoir mes raisons, quoique vous ne le sachiez pas. Raskolnikov mit le coude droit sur la table, appuya son menton sur les doigts de la main droite et fixa Svidrigaïlov d'un regard aigu. Il examina pendant 1 minute son visage qui l'avait toujours frappé. C'était un étrange visage, pareil à un masque. Il était blanc et rose, avec des lèvres vermeilles, une barbe très blonde, des cheveux blonds encore bien touffus. Les yeux étaient trop bleus, aurait-on dit, et leur regard trop lourd et immobile. Il y avait quelque chose d'affreusement désagréable dans ce visage, beau et fort bien conservé, étant donné l'âge de Svidrigaïlov. Ses vêtements étaient élégants, c'étaient de légers vêtements d'été. Mais ce qui était particulièrement élégant dans sa mise, c'était son linge. Il avait au doigt une énorme bague avec une pierre de grande valeur. « Dois-je me gêner avec vous aussi ?» dit tout à coup Raskolnikov, sortant en terrain découvert avec une impatience fébrile. « Vous seriez peut-être l'homme le plus dangereux si vous vous décidiez à nuire. Mais je ne suis pas disposé à biaiser davantage. Je vous montrerai que je ne tiens pas à moi-même autant que vous le pensez sans doute. Sachez que je suis venu vous dire franchement que, si vous avez gardé vos intentions au sujet de ma sœur, et si vous comptez vous servir dans ce but de ce que vous avez découvert dernièrement, alors je vous tuerai avant que vous ne me fassiez mettre en prison. Ma parole est sûre. Vous savez que je saurai la tenir. En second lieu, si vous désirez me déclarer quelque chose, car il m'a semblé, pendant tout ce temps, que vous aviez quelque chose à me dire, faites vite, car mon temps est précieux, et il sera peut-être bientôt trop tard. « Pourquoi êtes-vous si pressé ?» demanda Svidrigaïlov en l'examinant avec curiosité. « Chacun a ses affaires, » prononça Raskolnikov sombrement et impatiemment. « C'est vous qui m'avez invité à être franc, et vous refusez de répondre à la première question que je vous pose, » remarqua Svidrigaïlov avec un sourire. « Il vous semble toujours que je poursuis un but, et c'est pour cette raison que vous êtes si soupçonneux à mon endroit. C'est évidemment très compréhensible dans votre position. Si désireux que je sois de m'entendre avec vous, je ne me donnerai néanmoins pas la peine de vous tromper. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, je vous le jure. Et puis, je n'avais pas même l'intention de vous parler de quelque chose de bien spécial. Qu'avez-vous eu besoin de moi, alors, car vous avez tourné autour de moi ? Simplement parce que vous êtes un curieux sujet d'observation. Vous m'avez plu par le fantastique de votre position. Voilà. En outre, vous êtes le frère d'une personne qui m'a beaucoup intéressé et, enfin, cette même personne m'a beaucoup parlé de vous en son temps, d'où j'ai conclu que vous aviez beaucoup d'influence sur elle. N'est-ce pas assez ? Hé hé hé. Du reste, j'avoue que votre question est fort complexe pour moi, et qu'il m'est très difficile d'y répondre. Eh bien, par exemple, vous êtes venu chez moi, non seulement pour affaires, mais aussi pour entendre quelque chose de nouveau. C'est bien ainsi ? C'est ainsi, n'est-ce pas ? Insistait Svidrigaïlov avec un sourire fripon. Eh bien, après cela, imaginez-vous que lorsque j'étais dans le train, en route pour Pétersbourg, je comptais sur vous. Je comptais bien que vous me diriez quelque chose de nouveau, et que je réussirais à vous emprunter quelque chose. Voilà comment nous sommes.
Nous, les riches. M'emprunter quoi? Comment vous dire? Est-ce que je sais? Vous voyez dans quelle minable taverne je passe mon temps? Et ça me plaît, c'est-à-dire, ce n'est pas que cela me plaise, mais il faut bien manger quelque part. Et cette pauvre Katia, par exemple, vous l'avez vue? Et si au moins j'étais un baffreur, un gastronome de club, mais non. Voici ce que je mange. Il pointa le doigt vers le coin où, sur une petite table, il y avait un plat de tôle contenant les restes d'un affreux beefsteak aux pommes de terre. À propos, avez-vous dîné? J'ai mangé un morceau et je n'ai plus faim. Je ne bois pas de vin du tout, par exemple. Aucun vin, excepté le champagne. De celui-ci, j'ai bu à peine un verre de toute la soirée, et j'en ai déjà mal à la tête. La bouteille que vous voyez, je l'ai fait servir pour me remonter, parce que je dois aller quelque part. Vous me voyez dans une disposition d'esprit spéciale. C'est pour cela que je me suis caché tout à l'heure comme un écolier. Je pensais que vous me gêneriez. Mais je crois, il regarda sa montre, que je peux rester 1 heure avec vous. Il est 4h30. Croyez-moi, il me manque vraiment quelque chose. Être un châtelain, un père, un oulane, un photographe, un journaliste. Je ne suis rien de tout cela, je n'ai aucune spécialité. C'est même fastidieux, parfois. Vraiment, je pensais que vous me diriez quelque chose de neuf. Mais qui êtes-vous et qu'êtes-vous venu faire ici? Qui je suis? Vous le savez, un gentilhomme. J'ai servi 2 ans dans la cavalerie. Après cela, j'ai traîné ici, à Pétersbourg. Puis j'ai épousé Marfa Petrovna et j'ai vécu à la campagne. Voilà ma biographie. Vous êtes joueur, je crois. Oh non, je ne suis pas un joueur, je suis un tricheur. Vous avez triché? Oui, j'ai triché. On vous a rossé? Cela arrivait. Pourquoi? Eh bien, on aurait pu, par conséquent, vous provoquer en duel. Et puis, cela ajoute du sel à la vie, en général. Je ne vous contredis pas, et d'ailleurs, je ne suis pas habile à philosopher. Je vous avoue que je suis venu ici plutôt pour les femmes. Et vous venez d'enterrer Marfa Petrovna? Mais oui, dit Svidrigaïlov en souriant du sourire de la franchise triomphante. Et alors? Il me semble que vous trouvez mal que je parle ainsi des femmes. C'est-à-dire, vous me demandez si je trouve quelque chose de mal dans la débauche. Dans la débauche. Voilà où vous voulez en venir. Bah, en somme, je vous répondrai dans l'ordre. D'abord au sujet des femmes en général, vous savez que je suis disposé à bavarder. Dites-moi, pourquoi irais-je me contenir? Pourquoi cesserais-je de m'occuper des femmes, puisque j'en suis amateur? Au moins, c'est une occupation. Alors, votre but était la débauche en venant ici. Et après? Qu'est-ce que cela peut faire? Eh bien oui, la débauche. Vous en revenez toujours à la débauche. Pourtant, la question me plaît. Au moins, elle est franche. Il y a quelque chose de permanent dans la débauche, quelque chose qui est basé sur la nature et qui n'est pas soumis à la fantaisie, quelque chose de semblable à un morceau de charbon ardent présent dans le sang et qu'on n'éteindrait pas de sitôt, pas avant des années peut-être. Convenez, n'est-ce pas une occupation, dans son genre? Pourquoi s'en réjouir? C'est une maladie, et une maladie dangereuse. Ah, voilà où vous voulez en venir. Je suis d'accord, c'est une maladie, comme tout ce qui dépasse la mesure. Et ici, il faudra nécessairement dépasser la mesure. Mais, en premier lieu, pour les uns, ça va d'une manière, pour les autres, d'une autre manière, et, en second lieu, il faut s'assigner une limite en tout. C'est un vil calcul, mais qu'y faire? S'il n'y avait pas cela, il ne resterait plus qu'à se suicider. Je conviens qu'un homme honnête est obligé de s'ennuyer, mais quand même. Vous seriez capable de vous suicider? Oh, voilà, répliqua Svidrigaïlov avec dégoût. Faites-moi le plaisir de ne pas parler de cela, ajouta-t-il avec hâte, et même sans aucune des fanfaronnades qui avaient percé jusqu'ici dans chacune de ses paroles. Même son visage avait changé. J'avoue une impardonnable faiblesse. J'ai peur de la mort. Et je n'aime pas qu'on en parle. Savez-vous que je suis un mystique? Ah oui, le fantôme de Marfa Petrovna. Eh bien,
Continue-t-il à vous visiter ? Ne parlez pas de lui. Il n'est pas encore venu à Pétersbourg. Et puis, qu'il aille au diable, s'écria-t-il avec un air bizarrement irrité. Non, parlons plutôt de... En somme... Ah là, on n'a pas le temps, je ne puis plus rester longtemps avec vous. C'est dommage. J'ai pourtant des choses à vous raconter. Une femme ? Oui, une histoire accidentelle. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Et l'horreur de cette ambiance n'agit pas sur vous ? Vous n'avez plus la force de vous arrêter ? Vous avez des prétentions à la force aussi ? Hé hé hé. Vous pouvez vous vanter de m'avoir étonné, Rodion Romanovitch, quoique j'aie su d'avance que ce serait ainsi. Vous parlez de la débauche et de l'esthétique. Vous êtes un Schiller, vous êtes un idéaliste. Tout cela doit, évidemment, être ainsi, et il faudrait s'étonner si c'était autrement. Mais, quand même, c'est drôle de tomber sur un cas bien réel. Comme c'est regrettable que nous ayons si peu de temps, parce que vous-même, vous êtes un sujet des plus curieux. À propos, vous aimez Schiller ? Je l'aime terriblement. Vous êtes un fameux fanfaron, après tout, prononça Raskolnikov avec quelque dégoût. Mais je vous jure que non, répondit Svidrigaïlov en riant aux éclats. Bah, après tout, je ne discuterai pas. Soit, je suis un fanfaron. Mais pourquoi ne pas fanfaronner un peu lorsque la chose est inoffensive ? J'ai vécu 7 ans à la campagne, chez Marfa Petrovna, et, pour cette raison, étant tombé sur un homme intelligent comme vous, et au plus haut point curieux, je suis simplement heureux de bavarder un peu. En outre, j'ai bu ce demi-verre, et le vin m'est monté quelque peu à la tête. Et surtout, il y a une certaine chose qui m'a fortement troublé, mais dont je ne dirai rien. « Où allez-vous » demanda soudain Svidrigaïlov avec effroi. Raskolnikov s'apprêtait à se lever. Il lui était venu une sensation pénible, une impression de manque d'air. Il fut tout à coup gêné d'être venu ici. Il était maintenant convaincu que Svidrigaïlov était le scélérat le plus vil et le plus insignifiant du monde. « Allons, restez encore » dit Svidrigaïlov en essayant de le retenir. « Commandez donc du thé. Allons, restez, je ne vais plus raconter de calembredaine. À mon sujet, veux-je dire. Je vous raconterai quelque chose. Allons, voulez-vous, je vais vous raconter comment une femme s'était mise à me sauver, comme vous dites. Cela constituera même la réponse à votre première question, parce que cette personne, c'est votre sœur. Puis-je commencer ? C'est une façon de tuer le temps. Commencez, mais j'espère que vous... ne vous inquiétez pas. Du reste, Avdotia Romanovna ne peut inspirer que le respect le plus profond, même à un homme mauvais et futile comme moi. Chapitre 4. Vous savez peut-être, mais je vous l'ai déjà raconté, je crois, commença Svidrigaïlov, que j'ai été mise en prison, ici, pour dette, pour un énorme montant impayé, n'ayant aucun moyen de régler la créance. Inutile de s'étendre sur la manière dont Marfa Petrovna m'a racheté. Vous savez jusqu'à quel degré de démence peut arriver l'amour d'une femme. C'était une femme honnête et pas bête du tout, quoiqu'elle fût sans culture aucune. Imaginez-vous que cette femme honnête, mais jalouse, s'est décidée à s'abaisser. Après de nombreuses scènes pleines de rage et de reproches, jusqu'à conclure avec moi une espèce de contrat qu'elle a respecté pendant toute notre vie commune. La difficulté résidait dans le fait qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, et, de plus, elle mâchonnait toujours, une espèce de clou de girofle. J'avais eu l'âme assez vile et assez honnête en son genre pour lui déclarer que je ne pourrais pas lui rester absolument fidèle. Cet aveu la plongea dans la rage, mais je crois que ma rude franchise lui plut en un certain sens. Cela signifie qu'il ne veut pas me tromper, puisqu'il me déclare ainsi d'avance. C'est la chose la plus importante pour une femme. Après bien des larmes, nous sommes arrivés à conclure un contrat oral du genre de celui-ci. Primo, je n'abandonnerai jamais Marfa Petrovna et je resterai toujours son mari. Secundo, je ne quitterai jamais le domaine sans sa permission. Tertio, je n'aurai jamais de maîtresse permanente.
Quarto, en revanche, Marfa Petrovna m'autorise à lorgner les servantes, mais pas autrement qu'avec son assentiment secret. Quinto, défense formelle d'aimer une femme de notre condition. Sexto, si jamais il m'arrivait, Dieu m'en garde, d'être visité par une grande et sérieuse passion, je devrais m'en ouvrir à Marfa Petrovna. Au sujet de ce dernier point, Marfa Petrovna avait toujours été assez tranquille. C'était une femme intelligente et, par conséquent, elle ne pouvait me considérer autrement que comme un débauché et un coureur de jupons, incapable d'aimer sérieusement. Mais une femme intelligente et une femme jalouse sont deux choses différentes, et c'était là que gisait le malheur. D'ailleurs, pour juger impartialement certaines gens, il faut se débarrasser de certaines idées préconçues et de la mentalité engendrée par la fréquentation quotidienne des gens et des objets qui nous entourent habituellement. J'ai toutes les raisons pour avoir confiance en votre jugement plus qu'en aucun autre. Peut-être vous a-t-on dit beaucoup de choses ridicules et absurdes au sujet de Marfa Petrovna. Elle avait, en effet, beaucoup d'habitudes cocasses, mais je vous dirai franchement que je regrette sincèrement les nombreuses peines que je lui ai causées. Je crois que cela suffit. Cela fait une très honorable oraison funèbre pour la plus tendre des femmes par le plus tendre des maris. Lors de nos querelles, je me taisais la plupart du temps, sans donner cours à mon irritation, et le fait de me donner ainsi des allures de gentleman produisait toujours son effet. Cela l'influençait et lui plaisait. Il lui arrivait d'être fier de moi. Néanmoins, elle n'a pas supporté l'histoire de votre sœur. Je me demande bien comment elle s'est risquée à faire entrer une telle beauté comme gouvernante dans sa maison. Je m'explique cela par le fait que Marfa Petrovna était une femme ardente et impressionnable, et qu'elle était simplement tombée amoureuse, littéralement amoureuse, de votre sœur. Bon, Marfa Petrovna a fait elle-même le premier pas. Le croiriez-vous ? Croiriez-vous qu'elle était arrivée à m'en vouloir de ce que je ne disais jamais rien au sujet de votre sœur, de ce que j'acceptais avec indifférence les paroles amoureuses qu'elle ne cessait de prodiguer à son endroit ? Je ne comprenais pas moi-même ce qu'elle voulait. Évidemment, Marfa Petrovna raconta à Avdotia Romanovna toute son histoire dans ses moindres détails. Elle avait un trait malheureux. Elle racontait à tout le monde absolument tous nos secrets de famille et elle se plaignait de moi à tous. Comment aurait-elle laissé passer l'occasion d'avoir une amie aussi merveilleuse que votre sœur ? Je suppose qu'elles n'ont jamais parlé d'autre chose que de moi, et évidemment, Avdotia Romanovna fut mise au courant de toutes les histoires sombres et mystérieuses qui circulaient sur mon compte. Je parie que vous avez aussi déjà entendu quelque chose de ce genre. Oui, Lougine vous a accusé d'avoir été cause de la mort d'un enfant. Est-ce vrai ? Faites-moi le plaisir de laisser ces bassesses en paix, dit Svidrigaïlov avec dégoût et hargne. Si vous voulez absolument connaître cette histoire sans queue ni tête, je vous la raconterai, mais à présent, on m'a parlé aussi d'un de vos valets. On m'a dit que vous l'avez poussé à je ne sais quel acte. Je vous en prie, cela suffit, interrompit Svidrigaïlov avec une visible impatience. N'est-ce pas ce valet qui est venu bourrer votre pipe après sa mort ? Vous m'en avez parlé, dit Raskolnikov en s'irritant de plus en plus. Svidrigaïlov regarda attentivement Raskolnikov, et il sembla à celui-ci qu'un éclair, une haineuse raillerie, passait dans son regard. Mais Svidrigaïlov se domina et répondit fort poliment. « C'est celui-là même. Je vois que tout cela vous agite extrêmement. Aussi, je considérerais comme de mon devoir de satisfaire votre curiosité sur tous ces points à la première occasion. Que le diable m'emporte. Je vois que je peux vraiment passer pour une figure romantique. Pensez à quel point je dois être reconnaissant à feu Marfa Petrovna de ce qu'elle ait raconté à votre sœur tant de choses curieuses et mystérieuses à mon sujet. Je n'oserais pas chercher à deviner l'effet que cela produisit, mais, en tout cas, la chose me fut avantageuse. Malgré toute la répugnance spontanée d'Avdotia Romanovna à mon égard, et malgré mon air sombre et ma façon rebutante, elle finit par concevoir de la pitié pour moi, de la pitié pour l'homme perdu que j'étais. Et quand un cœur de jeune fille se met à avoir pitié, le danger, pour elle, est au maximum. Alors, elle a tout de suite envie de faire entendre raison, de sauver,
de ressusciter, de montrer des buts nobles et d'appeler l'homme qu'elle veut sauver à une activité et à une vie nouvelle, et ainsi de suite. On sait bien ce qu'il est possible d'inventer dans ces cas-là. Je me suis immédiatement rendu compte que l'oiseau va de lui-même se faire prendre au filet, et, de mon côté, je me suis apprêté. Je crois que vous froncez les sourcils, Rodion Romanovitch. Cela ne fait rien. L'affaire s'est limitée à des vétilles. Que le diable m'emporte, je bois trop de vin. Vous savez, j'ai toujours trouvé regrettable qu'il n'ait pas été donné à votre sœur de naître au 2e ou au 3e siècle de notre ère, fille de quelque principicule régnant, de quelque gouverneur, de quelque proconsul d'Asie mineure. Elle aurait été, sans aucun doute, l'une de celles qui ont souffert le martyre et, évidemment, elle aurait souri lorsqu'on lui aurait brûlé la poitrine avec des pinces chauffées au rouge. Elle serait allée d'elle-même au-devant du supplice. Au 4e ou au 5e siècle, elle serait partie dans le désert égyptien, et elle y aurait vécu 30 ans en se nourrissant de racines, d'extases et de visions. Elle n'aspire qu'à se faire martyriser pour quelqu'un, et si on lui refusait ce supplice, elle se jetterait par la fenêtre. On m'a parlé d'un certain monsieur Razumikine. On dit que c'est un homme judicieux, ce qu'indique d'ailleurs son nom, c'est sans doute un séminariste. Eh bien, qu'il protège votre sœur. En un mot, je crois l'avoir comprise, ce que je considère être tout à fait à mon honneur. Mais alors, je veux dire, au début des relations, vous le savez bien, on est toujours plus futile et plus sot, on se fait de fausses idées. Que le diable m'emporte, pourquoi donc est-elle si jolie ? Ce n'est pas ma faute. Les choses commencèrent pour moi par un irrésistible élan de volupté. Avdotia est vertueuse d'une façon terrible, inouïe. Remarquez que je vous rapporte ça comme un fait. Elle est vertueuse jusqu'à s'en rendre malade, malgré sa vaste intelligence, et cela lui fera du tort. Il y avait à ce moment-là, chez nous, une jeune fille, Paracha, la Paracha aux yeux noirs, que l'on venait d'amener d'un autre village. C'était une fille de service que je n'avais encore jamais vue. Elle était très jolie, mais sotte jusqu'à l'invraisemblance. Elle a fondu en larmes, et elle s'est mise à hurler et à ameuter toute la maisonnée. Il en résulta un scandale. Une fois, après le dîner, Avdotia Romanovna vint me trouver dans une allée du jardin et exigea que je laisse la pauvre Paracha en paix. C'était notre première conversation en tête-à-tête. J'ai considéré, évidemment, comme un honneur de satisfaire à son désir. J'ai essayé de paraître stupéfait et confus. En un mot, je n'ai pas mal joué mon rôle. Nos relations commencèrent. Des conversations mystérieuses, de la morale, des sermons, des prières, des supplications, des larmes même. Le croiriez-vous, même des larmes. Voilà jusqu'à quelle limite arrive, chez certaines jeunes filles, la passion de la propagande. J'ai évidemment rejeté toute la faute sur ma destinée. J'ai fait semblant d'être affamé et assoiffé de lumière et, enfin, j'ai mis en action le moyen le plus puissant et le plus infaillible pour vaincre un cœur de femme. Le moyen qui n'a jamais trompé personne, mais qui agit absolument sur toutes les femmes, jusqu'à la dernière sans exception. Ce moyen est connu. C'est la flatterie. Il n'y a rien de plus difficile au monde que la droiture, et il n'y a rien de plus facile que la flatterie. Il suffit qu'il y ait une infime note de fausseté dans une attitude franche pour qu'il se produise immédiatement une dissonance et, par conséquent, un scandale. Si notre flatterie est tout entière tissée de fausseté, elle reste quand même agréable et l'on y prête l'oreille non sans plaisir. Le plaisir est peut-être grossier, mais c'est un plaisir quand même. Et si grossière que soit la flatterie, il semblera toujours à celui que vous flattez que ce que vous dites est au moins à moitié vrai. Et c'est vrai pour les gens de tous les milieux culturels et sociaux. On pourrait même séduire une vestale à force de flatterie, sans parler des gens ordinaires. Je ne peux pas me souvenir sans rire de la façon dont j'ai séduit une dame dévouée à son mari, à ses enfants et à ses vertus. Comme c'était amusant, et comme cela m'a coûté peu de travail. Et la dame était vraiment vertueuse, tout au moins à sa façon. Toute ma technique consistait à être écrasé constamment par sa pureté, à me prosterner devant cette pureté. Je la flattais sans pitié.
Lorsqu'il m'arrivait d'obtenir d'elle qu'elle se laisse serrer la main ou simplement un regard, je me reprochais de l'avoir extorquée de force. J'affirmais qu'elle avait résisté à ce point que je ne l'aurais jamais obtenu, si je n'avais été moi-même aussi vicieux. Que son innocence n'avait pas su prévoir l'astuce, et qu'elle avait cédé sans le savoir, etc., etc. En un mot, j'ai obtenu tout, et la dame est restée persuadée au plus haut point qu'elle était innocente et pure, qu'elle avait rempli tous ses devoirs, et qu'elle avait succombé par pur hasard. Et comme elle s'est fâchée, lorsque je lui ai déclaré en fin de compte qu'à mon avis, elle avait autant que moi cherché la jouissance. La pauvre Marfa Petrovna se laissait aussi facilement prendre à la flatterie. Et, si j'avais voulu, j'aurais évidemment fait transférer de son vivant tout le domaine en mon nom. Je bois vraiment trop de vin, et je bavarde à l'excès. Et j'espère que vous ne vous fâcherez pas si je mentionne ici que le même effet commença à se produire dans le cas d'Avdotia Romanovna. Mais j'ai été bête et impatient, et j'ai gâté toute l'affaire. Le fait est qu'une certaine expression de mes yeux déplut plusieurs fois, et une fois surtout, à Avdotia Romanovna. Le croiriez-vous? En un mot, une certaine flamme y apparaissait, de plus en plus vive et impudente, et cela l'effrayait, et lui devint odieux à la fin. Inutile de se lancer dans les détails, mais nous nous sommes séparés. Ici, j'ai encore fait une bêtise. Je me suis mise à me railler de la façon la plus grossière de toute sa propagande et de tous ses sermons. Paracha réapparut en scène, et pas seulement Paracha. En un mot, la maison devint un vrai Sodome. Si vous aviez vu Rodion Romanovitch, ne fût-ce qu'une fois dans votre vie, les yeux de votre sœur quand ils se mettent à jeter des éclairs. Ce n'est rien, ne prêtez pas attention au fait que j'ai déjà bu tout un verre de vin et que je suis déjà ivre. Je dis la vérité. Je vous assure que je m'étais mise à rêver de ce regard. Je ne pouvais plus supporter d'entendre le froufrou de sa robe. Vraiment, je croyais que j'allais attraper le haut mal. Je ne m'étais jamais imaginé que je pourrais atteindre un tel paroxysme de rage. En un mot, il était indispensable pour moi d'arriver à une réconciliation. Mais c'était déjà impossible. Imaginez-vous ce que j'ai fait alors? Jusqu'à quel abrutissement la rage peut mener un homme? N'entreprenez jamais rien lorsque vous êtes en proie à la rage. Rodion Romanovitch. Comptant sur le fait qu'Avdotia Romanovna était pratiquement indigente, excusez-moi, je n'ai pas voulu dire, mais en somme, l'expression n'est-elle pas indifférente? En un mot, comptant sur le fait qu'elle vivait du travail de ses mains, qu'elle devait pourvoir à la subsistance de sa mère et de vous-même, ah diable, vous faites de nouveau la grimace. J'ai résolu de lui offrir tout mon argent. Je pouvais, déjà alors, réaliser une 30 000 roubles, pour qu'elle s'enfuie avec moi, ne fût-ce qu'à Pétersbourg. Évidemment, arrivé là, je lui aurais juré l'amour éternel, le bonheur, etc., etc. Croiriez-vous, j'en étais tellement fou que si elle m'avait dit d'égorger ou d'empoisonner Marfa Petrovna et de l'épouser par après, ça aurait été immédiatement fait. Mais tout finit en catastrophe, comme vous le savez. Et vous pouvez vous imaginer dans quelle rage m'a mis la nouvelle que Marfa Petrovna était allée pêcher ce vil gratte-papier de Lougine et que le mariage était en bonne voie. Ce qui était, en somme, dans le genre de ce que j'avais proposé à Avdotia Romanovna. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ainsi, n'est-ce pas? Je remarque que vous vous êtes mis à écouter très attentivement. Intéressant jeune homme. Svidrigaïlov donna avec impatience un coup de poing sur la table. Il était devenu rouge. Raskolnikov voyait que le verre, ou le verre et demi de champagne qu'il avait bu par petites gorgées, avait affaibli ses nerfs, et il décida de profiter de l'occasion. Svidrigaïlov lui était très suspect. « Après cela, je suis absolument sûr que vous êtes venu ici pour ma sœur, » dit-il franchement à Svidrigaïlov, pour l'exciter davantage. « Allons, que dites-vous » dit celui-ci, se reprenant soudain. « Je vous avais bien dit, et en outre, votre sœur ne peut pas me supporter. » « Je suis bien persuadé qu'elle ne le peut pas, mais il ne s'agit pas de cela. »« Vous êtes sûr qu'elle ne le peut pas ?» Svidrigaïlov cligna des yeux et sourit railleusement. «
Vous avez raison, elle ne m'aime pas. Mais ne jurez jamais lorsqu'il s'agit d'affaires entre mari et femme, ou entre amant et maîtresse. Il y a toujours dans ces affaires un petit coin qui est inconnu de tous, sauf d'eux seuls. Vous garantissez qu'Avdotia me considère avec dégoût? À en juger par certains mots et certaines petites expressions que vous avez employées dans votre récit, vous avez encore maintenant des vues et des intentions sur Dounia. Il va sans dire que ces intentions sont viles. Comment? J'ai laissé échapper de tels mots et de telles expressions, dit Svidrigaïlov, naïvement effrayé et sans accorder la moindre attention à l'épithète appliquée à ses intentions. Oui, et il vous en échappe encore. Allons, pourquoi êtes-vous effrayé? Je me suis effrayé. J'aurais peur de vous. C'est plutôt vous qui devriez avoir peur de moi, cher ami. Que me chantez-vous là? Du reste, je suis gris, je le vois. J'ai manqué de me trahir à nouveau. Au diable le vin! Oh là, de l'eau! Il saisit la bouteille et la lança sans cérémonie par la fenêtre. Philippe apporta de l'eau. Assez de balivernes, dit Svidrigaïlov en mouillant une serviette et en se l'appliquant sur le front. Je peux vous désarmer d'un coup et réduire d'un seul mot tous vos soupçons à néant. Savez-vous, par exemple, que je me marie? Vous me l'avez déjà dit. Oui, je l'ai oublié. Mais alors, je ne pouvais parler aussi affirmativement parce que je n'avais même pas vu ma fiancée. Ce n'était encore qu'un projet. Mais maintenant, j'ai une fiancée et la chose est faite. Si je n'avais pas des affaires urgentes, je vous conduirais immédiatement chez elle, car je veux vous demander votre avis. Ah, diable, il ne me reste plus que 10 minutes. Vous voyez, regardez la montre. Après tout, je vais vous raconter ça, parce que c'est une histoire intéressante que mon mariage. Intéressante dans son genre, vais-je dire. Où allez-vous? Vous voulez de nouveau partir? Non, non, maintenant, je ne pars plus. Vous ne partez plus. Nous verrons. Je vous y mènerai, je vous montrerai ma fiancée, mais pas maintenant. À présent, vous devez bientôt partir. Nous nous dirons au revoir, vous tournerez à droite et moi je tournerai à gauche. Vous connaissez cette Reslich? Cette même Reslich chez laquelle je loge maintenant. Comment? Vous entendez? Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est cette même Reslich dont on raconte qu'à cause d'elle, une fillette s'est jetée à l'eau en hiver. Vous entendez? Vous entendez? Eh bien, c'est elle qui a monté toute l'histoire. Tu t'ennuies, dit-elle. Amuse-toi donc un peu. Car je suis un homme sombre, porté à l'ennui. Vous pensez que je suis gai? Non, je suis sombre. Je ne fais de mal à personne, mais je reste dans mon coin. Il m'arrive de passer 3 jours d'affilée sans dire un mot. Reslich, c'est une friponne, je vous l'affirme. Si vous saviez ce qu'elle mijote. Là de ma femme, je l'abandonnerai. Je m'en irai ailleurs. Et ma femme lui restera. Alors elle la mettra en circulation. Dans notre milieu, je veux dire, et dans le plus beau monde possible. Le père, me dit-elle, est un vieillard impotent, un fonctionnaire retraité. Il garde le fauteuil depuis 3 ans. Il ne sait plus mouvoir ses jambes. Il y a aussi, me dit-elle, la mère, une dame judicieuse. Le fils travaille quelque part en province et ne soutient pas la famille. La fille aînée est mariée et ne vient plus les voir. Ils ont 2 petits-neveux sur les bras. Ils n'avaient pas assez de leurs enfants. Et enfin, ils ont retiré leur fille cadette du gymnase avant la fin de ses études. Elle aura 16 ans dans un mois, et donc, dans un mois, on pourra la marier. Et c'est à moi qu'on pensait la donner en mariage. Nous y allons. Comme tout est drôle chez eux, je me présente, châtelain, veuf, nom connu, belle relation, capitale. Et qu'est-ce que cela peut faire que j'ai 50 ans et qu'elle n'en ait que 16? Qui y prend garde? Eh bien, c'est séduisant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ha ha! Vous auriez dû voir comme j'ai parlé avec le père et la mère. Il aurait fallu faire payer une entrée pour permettre de me voir en cet instant. Elle entre, elle fait une petite révérence et, pouvez-vous l'imaginer, elle est même encore en robe courte,
un bouton non encore ouvert. Elle rougit violemment. Une aurore. On lui a dit la chose, évidemment. Je ne sais ce que vous aimez en fait de visage féminin, mais à mon idée, ces 16 ans, ces yeux enfantins, cette timidité, ces larmes de pudeur, eh bien, à mon avis, ça vaut mieux que la beauté. Et elle est, en outre, belle comme une image. Les cheveux clairs, bouclés comme chez un agneau, des petites lèvres potelées, vermeilles, des petits pieds, des amours de petits pieds. Eh bien, nous avons fait connaissance. J'ai déclaré que je devais me hâter pour des raisons relatives à la propriété. Et le lendemain, c'est-à-dire il y a 3 jours, les parents bénissaient nos fiançailles. Depuis lors, chaque fois que je viens chez eux, je la prends sur mes genoux, et je ne la lâche plus. Elle rougit comme une pivoine, et moi, je l'embrasse à chaque minute. La maman, évidemment, lui persuade que je serai son mari, et qu'il faut ça. C'est une perle. Et cet état de fiancé est peut-être plus agréable que l'état de mari. Il y a là ce qu'on appelle la nature et la vérité. Je lui ai parlé 1 fois ou 2. Elle n'est pas bête du tout, la fillette. Il lui arrive de me jeter un de ces regards qui vous transpercent. Vous savez, elle a un petit visage dans le genre de la Madone de Raphaël. Car la Madone de la Sixtine a un visage fantastique, le visage d'une fanatique religieuse affligée. Cela ne vous a jamais frappé ? Eh bien, c'est dans ce genre-là. Le lendemain du jour où nous avons reçu la bénédiction des fiançailles, je leur ai apporté des cadeaux pour 1500 roubles, une parure de brillants, une autre parure de perles et une grande boîte d'argent contenant un nécessaire de toilette et toutes sortes de choses, si bien que le visage de ma Madone s'empourpra. Je l'ai prise hier sur mes genoux, et, sans doute, vraiment avec trop peu de cérémonie. Elle rougit violemment, et les larmes lui vinrent aux yeux, mais elle n'a pas voulu crier. Tout le monde était parti pour 1 minute, et nous étions restés seuls. Soudain, elle se précipita à mon cou, d'elle-même, et pour la première fois. Elle m'entoura de ses petits bras, et elle jura qu'elle serait pour moi une femme soumise, fidèle et bonne, qu'elle me rendra heureux, qu'elle me consacrera toute sa vie, chaque minute de sa vie, qu'elle va tout sacrifier pour moi, et qu'en échange, elle ne veut qu'une chose, ma considération. Et, dit-elle, il ne me faut plus rien du tout, plus aucun cadeau, ni rien. Convenez qu'à écouter une pareille déclaration d'un petit ange de 16 ans, qui a les joues enflammées par la pudeur virginale et les larmes de l'enthousiasme aux yeux, convenez que c'est assez attrayant. C'est attrayant. Ça vaut la peine, n'est-ce pas ? Eh bien, écoutez. Allons chez ma fiancée. Mais pas maintenant. En un mot, la monstrueuse différence d'âge et de développement excite vos sens. Est-il possible que vous l'épousiez réellement ? Pourquoi pas ? Mais je n'y manquerai pas. Chacun s'occupe de soi-même, et celui qui parvient le mieux à se faire illusion s'amuse le mieux. Ah ah ! Mais pourquoi plongez-vous la tête la première en plein dans la vertu ? Ayez pitié de moi, petit père. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Hé hé hé. Vous avez cependant assuré l'avenir des enfants de Katerina Ivanovna. Mais en somme, vous aviez vos raisons pour le faire. Je comprends tout, maintenant. J'aime en général les enfants. J'aime beaucoup les enfants, dit Svidrigaïlov en riant aux éclats. Je puis même vous raconter à ce sujet un curieux épisode, qui n'est pas encore terminé, d'ailleurs. Dès que je suis arrivé ici, je me suis précipité dans toutes sortes de cloaques. Vous comprenez, après 7 ans d'absence. Vous avez sans doute remarqué que je ne me presse pas de me mêler à mon ancienne compagnie, à mes anciens amis. Je veux les éviter le plus longtemps possible. Vous savez, là-bas, à la campagne, chez Marfa Petrovna, le souvenir de tous ces endroits clandestins où les initiés peuvent obtenir bien des choses me torturait l'imagination. Que le diable m'emporte. Le peuple se livre à l'ivrognerie, la jeunesse cultivée se consume en rêves érotiques, se défigure à force de théories, par oisiveté. Une nuée de juifs se sont abattus sur la ville et amassent de l'argent. Tout le restant de la population est plongé dans la débauche. La ville m'a soufflé son haleine au visage dès la première heure. Elle a une odeur que je connais bien. Je suis tombé dans ce qu'on appelle une soirée dansante, un affreux cloaque. Moi, j'aime bien les cloaques,
surtout avec un piment de crasse. On y menait là un train d'enfer, un cancan, comme il n'y en a pas, et comme on n'en voyait pas de mon temps. Oui, on a fait des progrès dans ce domaine. Soudain, je vois une fillette d'environ 13 ans, gentiment habillée, qui danse avec une espèce de virtuose. Un autre virtuose lui fait vis-à-vis. Quant à la mère, elle est assise sur une chaise, près du mur. Pouvez-vous vous représenter quelle danse c'était ? La fillette est toute confuse, elle rougit, se croit enfin offensée et se met à pleurer. Le virtuose la saisit et se met à tourner avec elle en lui faisant des grimaces. Le public rit aux éclats. J'aime notre public en ces moments-là. Il s'exclave et il crie. Tant pis, ce n'est pas un endroit pour y amener des enfants. Moi, je m'en fiche, évidemment. Ce n'est pas mon affaire, qu'ils s'amusent ou non. Je choisis une place à côté de la mer, je vais m'y asseoir, je lui raconte que je suis aussi nouvellement arrivé dans la ville. Je me plains de l'impolitesse des gens d'ici, de ce qu'ils sont incapables de reconnaître le mérite réel et de témoigner le respect adéquat. J'insinue que j'ai beaucoup d'argent, j'offre de la conduire dans ma voiture et, finalement, je les ramène chez elles. Et je fais leur connaissance. Elles habitent un réduit sous-loué. Elles viennent d'arriver dans la ville. Elles me déclarent qu'elles ne peuvent considérer le fait de me connaître que comme un honneur pour elles, pour la mère et pour la fille. J'apprends qu'elles n'ont ni feu ni lieu et qu'elles sont venues faire je ne sais quelle démarche auprès d'une administration. J'offre mes services, mon argent. J'apprends qu'elles se sont rendues par erreur à la soirée dansante en croyant que l'on y apprenait réellement à danser. J'offre de contribuer, de mon côté, à l'éducation de la jeune fille, de lui enseigner le français et la danse. Elles acceptent avec enthousiasme, elles considèrent mon offre comme un honneur, et je suis toujours en relation avec elles. Voulez-vous qu'on y aille ? Mais pas maintenant. Laissez vos viles, vos basses anecdotes. Vous êtes un homme vicieux, voluptueux, infâme. Schiller, notre Schiller. Voici Schiller. Où va-t-elle se nicher, la vertu ? Vous savez, je vais finir par vous raconter de telles aventures, expressément pour entendre vos exclamations. C'est une vraie jouissance. Comment donc ? Ne suis-je pas ridicule à mes propres yeux pour l'instant ? Murmura haineusement Raskolnikov. Zidrigaïlov riait à gorge déployée. Enfin, il appela Philippe, régla l'addition et s'apprêta à partir. « Eh bien, je suis soûl. Assez causé, dit-il. Une jouissance !» « Comment ne serait-ce pas une jouissance ?» s'écria Raskolnikov en se levant aussi. « N'est-ce pas une jouissance pour un débauché blasé que de faire le récit de telles aventures, tout en ayant en vue quelques monstrueux dessins de ce genre, et surtout dans de telles circonstances, et à un homme tel que moi ? Cela excite. » « Eh bien, si c'est ainsi, » répondit Svidrigaïlov avec quelque étonnement, en examinant Raskolnikov. « Si c'est ainsi, alors vous êtes vous-même un fameux cynique. En tout cas, il y a énormément d'étoffe en vous. Vous êtes capable de concevoir beaucoup. D'ailleurs, vous êtes capable de réaliser beaucoup aussi. Après tout, ça suffit. Je regrette sincèrement que l'entretien ait été si bref, mais je saurai remettre la main sur vous. Attendez un peu et vous verrez. » Zidrigaïlov, pourtant, n'était que légèrement ivre. Le vin lui était monté un instant à la tête, mais l'ivresse se dissipait rapidement. Il semblait fort préoccupé par quelque chose d'important, ce qui lui faisait froncer les sourcils. Quelque attente l'agitait et l'inquiétait. Il avait changé, pendant les dernières minutes, son attitude envers Raskolnikov. Il devenait de plus en plus grossier et railleur. Le jeune homme avait remarqué tout cela et il en était très inquiet. Zidrigaïlov lui était devenu fort suspect. Il décida de le suivre. Ils descendirent sur le trottoir. « Vous allez à droite, moi à gauche. Ou plutôt, c'est l'inverse. Adieu, mon plaisir. À la joie de vous revoir. » Et il s'en alla vers la droite, dans la direction de la place Senoï. Chapitre 5. Raskolnikov le suivit. «
Qu'est-ce que c'est ? S'écria Svidrigaïlov en se retournant. Je croyais vous avoir dit. Cela signifie que je ne vous lâcherai plus, maintenant. Comment ? Ils s'étaient tous deux arrêtés et ils se mesurèrent du regard. De tous vos récits d'hommes à moitié ivres, coupa brutalement Raskolnikov. J'ai conclu, positivement, que non seulement vous n'aviez pas abandonné vos vils desseins à l'endroit de ma sœur, mais que vous vous en occupez plus que jamais. Je sais que celle-ci a reçu une lettre ce matin. Vous ne teniez pas en place tout à l'heure. Vous avez très bien pu dénicher une fiancée quelque part, mais cela ne signifie rien. Je veux m'assurer personnellement. Il est douteux que Raskolnikov lui-même eût pu dire ce qu'il désirait et de quoi, précisément, il aurait voulu s'assurer personnellement. « Ah, c'est ainsi. Voulez-vous que j'appelle la police ? » ?»« Appelez-la. » Ils restèrent encore 1 minute l'un en face de l'autre. Enfin, le visage de Svidrigaïlov changea. Voyant que Raskolnikov n'avait pas eu peur de la menace, il prit soudain l'air le plus enjoué et le plus amical. « Voilà comment vous êtes. Je fais exprès de ne pas vous parler de cette affaire, quoique la curiosité m'eût torturé. C'est une affaire fantastique. J'aurais voulu remettre la conversation à plus tard, mais vous êtes capable d'exaspérer un mort. Allons, venez. Mais je vous le dis avant tout. Je rentre un instant chez moi chercher de l'argent. Ensuite, je ferme l'appartement à clé, je prends un fiacre et je vais toute la soirée aux îles. Alors, pourquoi me suivez-vous ? Je vous accompagne jusque chez vous. Je n'entrerai même pas. Je vais chez Sofia Semyonovna pour m'excuser de n'être pas venue à l'enterrement. Comme vous voulez, mais Sofia Semyonovna n'est pas chez elle. Elle a emmené les enfants chez une certaine dame, une noble dame âgée, une ancienne amie à moi, qui est ordonnatrice dans je ne sais quel orphelinat. J'ai charmé cette dame, je lui ai versé l'argent pour les 3 oiselets de Katerina Ivanovna et j'ai fait don d'une somme aux orphelinats. Enfin, je lui ai raconté l'histoire de Sofia Semyonovna avec tous les détails, sans rien lui cacher. Voilà pourquoi Sofia Semyonovna a été convoquée aujourd'hui directement à l'hôtel X, où s'est arrêtée provisoirement la grande dame en revenant de villégiature. Peu importe, je vais quand même. Comme vous voudrez, mais je ne vous y accompagne pas. Qu'est-ce que cela peut me faire ? Nous voici presque arrivés. Dites-moi, je suis sûre que je vous suis suspect parce que j'ai été assez délicat pour ne pas vous avoir importuné par des questions. Vous comprenez ? Cela vous a semblé étrange. Je parie que c'est ça. Allez vous conduire avec délicatesse après cela. Et vous écoutez aux portes. Ah, c'est à cela que vous pensez, dit Svidrigaïlov en riant. Oui, j'aurais été étonné si, après tout ce qui a été dit, vous aviez laissé passer l'occasion de faire cette remarque. Ah ah, quoique je n'ai rien compris à ce que vous avez fabriqué là-bas et à ce que vous avez raconté à Sofia Semyonovna. Pourtant, je voudrais bien savoir ce que cela signifie. Je suis peut-être un rétrograde et je ne suis peut-être plus capable de rien comprendre. Expliquez-moi la chose, très chère, pour l'amour de Dieu. Éclairez-moi en vous basant sur les principes nouveaux. Vous n'avez rien pu entendre. Vous mentez. Mais je ne parle pas de ça du tout. Quoique, j'ai bien entendu quelque chose. Je parle du fait que vous soupirez sans cesse. Le Schiller, en vous, s'indigne constamment. Et à présent, vous me défendez d'écouter aux portes. Si c'est ainsi, allez déclarer aux autorités. Voici ce qui est arrivé, voici mon cas, j'ai fait une petite erreur dans ma théorie. Si vous êtes convaincu qu'il n'est pas permis d'écouter aux portes, mais qu'on peut trucider les petites vieilles tant qu'on veut, partez alors au plus vite quelque part aux Amériques. Fuyez, jeune homme, vous en avez peut-être encore le temps. Je vous parle sincèrement. Vous n'avez sans doute pas d'argent ? Je vous paierai le voyage. Je pense à toute autre chose, l'interrompit Raskolnikov avec dégoût. Je vous comprends. Du reste, ne vous forcez pas. Ne parlez pas si vous n'en avez pas envie. Je comprends quelles questions vous préoccupent. Des questions morales, peut-être ? La question de l'homme et du citoyen ? Balancez-les au diable,
par-dessus bord. Pourquoi vous en préoccuper maintenant? Hé hé. Serait-ce parce que vous pensez toujours en homme et en citoyen? Et si c'est ainsi, il ne fallait pas vous fourrer dans cette affaire. Inutile d'entreprendre une besogne qui n'était pas faite pour vous. Suicidez-vous. Mais peut-être n'en avez-vous pas envie. Je vois que vous voulez m'irriter dans l'espoir de vous débarrasser de moi. Vous êtes drôle, mais nous voici arrivés. Entrez, je vous prie. Voici l'escalier. Voici l'entrée du logement de Sofia Semyonovna. Vous voyez qu'il n'y a personne. Vous ne me croyez pas? Demandez à Kapernaoumov. Elle lui laisse toujours sa clé. Et voici madame de Kapernaoumov. N'est-ce pas? Comment? Elle est un peu sourde. Partie? Où? Voilà. Avez-vous entendu? Elle n'est pas là, et elle ne rentrera pas avant la nuit. Maintenant, allons chez moi. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, nous y voici. Madame Reslich est absente. Cette femme a toujours des affaires, mais c'est une excellente femme, je vous assure. Peut-être pourrait-elle vous être utile, si vous étiez un peu raisonnable. Eh bien, veuillez regarder. Je prends une obligation à 5% dans le bureau. Voyez comme j'en ai beaucoup. Et cette obligation va être changée aujourd'hui même. Eh bien, avez-vous vu? Il est inutile que je perde plus de temps. Je ferme le bureau, je ferme l'appartement, et nous voici de nouveau dans l'escalier. Alors, voulez-vous que nous prenions un fiacre? Voici, je loue cette voiture pour aller à la Pointe et la Guine. Comment? Vous refusez? Vous ne tenez pas le coup. Cela ne fait rien. Allons faire un tour. Je crois que la pluie s'annonce. Mais ce n'est rien, nous relèverons la capote. Svidrigaïlov était déjà monté dans la voiture. Raskolnikov pensa que ses soupçons étaient, au moins en ce moment, injustifiés. Il ne répondit pas un mot, se détourna et s'enfuit dans la direction de la place Senoï. S'il s'était retourné en chemin, il aurait pu voir comment Svidrigaïlov, qui ne s'était pas éloigné à plus d'une distance de 100 pas en voiture, régla le cocher et se retrouva sur le trottoir. Mais il ne pouvait déjà plus rien voir, car il avait tourné le coin. Un profond dégoût lui faisait fuir Svidrigaïlov. Et j'ai pu m'attendre à quelque chose de la part de ce grossier scélérat, de ce débauché, de cet individu voluptueux et infâme, s'écria-t-il involontairement. Il est vrai que Raskolnikov avait prononcé son jugement avec trop de hâte et de légèreté. Il y avait quelque chose dans la personnalité de Svidrigaïlov qui lui donnait une certaine originalité, sinon un certain mystère. En ce qui concernait sa sœur, Raskolnikov restait fermement persuadé que Svidrigaïlov ne la laisserait pas en paix. Mais il lui était trop pénible, trop insupportable de penser davantage à cela. À son habitude, resté seul, et après avoir fait une vingtaine de pas, il tomba dans une profonde méditation. Ayant atteint le pont, il s'arrêta près du garde-fou et se mit à regarder l'eau. Pourtant, Avdotia Romanovna se tenait non loin de lui, à l'observer. Ils s'étaient croisés, en effet, en s'engageant sur le pont. Mais il était passé à côté d'elle sans la remarquer. Dunetchka ne l'avait pas encore rencontrée dans un pareil état, et elle en fut stupéfaite jusqu'à l'effroi. Elle s'était arrêtée et se demandait si elle allait l'interpeller. Soudain, elle remarqua Svidrigaïlov qui venait d'un autre côté. Celui-ci semblait s'approcher avec prudence et mystère. Il ne s'engagea pas sur le pont, mais s'arrêta à l'écart, sur le trottoir, tâchant de se dissimuler aux yeux de Raskolnikov. Il avait remarqué Dounia depuis longtemps, et il essayait d'attirer son attention. Il sembla à Dunetchka que Svidrigaïlov la suppliait par signe de ne pas appeler son frère et de venir vers lui. C'est ce que fit Dounia. Elle contourna silencieusement son frère et s'approcha de Svidrigaïlov. « Venez vite, lui chuchota-t-il. Je ne désire pas que Rodion Romanovitch soit informé de notre rendez-vous. Je vous avertis que je viens de lui parler dans une taverne, non loin d'ici, où il est venu me relancer lui-même, et j'ai eu toutes les peines du monde à me débarrasser de lui.
Il connaît l'existence de ma lettre, et il soupçonne quelque chose. Ce n'est certes pas vous qui lui avez dévoilé la chose. Mais pourtant, si ce n'est pas vous, qui est-ce ? Nous voici derrière le coin, l'interrompit Dounia. À présent, mon frère ne peut plus nous voir. Je vous déclare que je n'irai pas plus loin avec vous. Dites-moi tout ici. Tout cela peut être dit en rue. En premier lieu, cela ne peut en aucun cas être dit en rue. En second lieu, vous devez écouter ce que Sofia Semyonovna aura à vous dire. En troisième lieu, je vous montrerai certains documents. Et puis, si vous refusez de venir chez moi, je refuserai toute explication et je m'en irai immédiatement. En outre, je vous prie de ne pas oublier que le très curieux secret de votre frère bien-aimé se trouve entièrement en ma possession. Dounia s'arrêta, indécise, et scruta d'un regard aigu le visage de Svidrigaïlov. « De quoi avez-vous peur ?» remarqua celui-ci calmement. « En ville, ce n'est pas la même chose qu'à la campagne. Vous m'avez fait plus de tort à la campagne que je ne vous en ai fait ici. » Sofia Semyonovna est prévenue ? Non, je ne lui ai pas dit un mot de tout cela, et je ne suis même pas certain qu'elle soit chez elle. Pourtant, je crois bien qu'elle y est. Elle a enterré une parente aujourd'hui. On ne va pas faire de visite à ces moments-là. Maintenant, je ne veux parler de cela à personne, et je regrette même de vous en avoir causé. Dans le cas présent, la moindre imprudence équivaudrait à une dénonciation. J'habite là, dans cet immeuble. Nous voici arrivés. Voici le portier de la maison, il me connaît très bien. Voici qu'il me salue. Il voit que j'arrive accompagné d'une dame, et il a évidemment pu voir et retenir votre visage, et ceci vous sera utile, puisque vous avez si peur et que vous me soupçonnez. Excusez-moi de vous dire des choses aussi grossières. Je sous-loue mon appartement. Sofia Semyonovna loge dans une chambre contiguë à la mienne. Elle la sous-loue aussi. Tout l'étage est occupé. Pourquoi auriez-vous peur comme un enfant ? Suis-je tellement effrayant ? Svidrigaïlov plissa péniblement sa bouche en une espèce de sourire, mais il avait déjà bien autre chose en tête pour pouvoir penser à sourire. Son cœur battait à grands coups et sa respiration était oppressée. Il parlait tant, expressément, pour cacher son agitation croissante. Mais Dounia ne remarqua pas cela. Les paroles qu'il avait prononcées sur le fait qu'elle avait peur de lui comme un enfant l'avaient trop irrité. « Je n'ai pas peur de vous. Quoique je sache que vous êtes un homme sans honneur, dit-elle avec un calme apparent, mais son visage était très pâle. Svidrigaïlov s'arrêta à la porte du logis de Sonia. « Permettez-moi de m'informer si elle est chez elle. »« Non, elle n'est pas là. Quelle malchance. Mais je sais qu'elle peut rentrer très bientôt. Si elle est sortie, ce ne peut être que pour aller voir une dame au sujet des orphelins. Leur mère est morte. Je me suis occupé de cette affaire. Si Sofia Semyonovna ne revenait pas dans 10 minutes, je vous l'enverrai chez vous, si vous le voulez. Aujourd'hui même. Voici ma porte. Voici mes 2 chambres. Derrière cette porte se trouve le logement de Madame Reslich. Regardez maintenant ici. Je vais vous montrer mes documents principaux. Cette porte conduit de ma chambre à coucher dans 2 pièces entièrement vides qui sont à louer. Les voici. Il faut que vous regardiez cela avec attention. Svidrigaïlov occupait 2 pièces meublées assez vastes. Dunetchka jetait des regards méfiants autour d'elle, mais elle ne remarqua rien de particulier dans l'ameublement ni dans la disposition des pièces, quoiqu'elle eût pu, par exemple, observer que le logement de Svidrigaïlov se trouvait entre 2 appartements quasi inoccupés. En venant du couloir, on pénétrait chez lui après avoir traversé les 2 chambres, pratiquement vides, de sa logeuse. Après avoir ouvert la porte de sa chambre à coucher, qui était fermée à clé, Svidrigaïlov montra à Dunetchka l'appartement qui était à louer. Dounia s'était arrêtée sur le seuil, ne comprenant pas pourquoi on l'invitait à regarder ses pièces, mais Svidrigaïlov se hâta d'expliquer. « Regardez par là, dans cette grande chambre. Remarquez cette porte. Elle est fermée à clé. Il y a une chaise près de cette porte. La seule chaise dans ces 2 chambres. Je l'ai apportée de chez moi pour écouter avec plus de commodité.
Derrière cette porte se trouve la table de Sofia Semyonovna, et c'est à cette table qu'elle était assise pendant sa conversation avec Rodion Romanovitch. Quant à moi, j'ai écouté à cette porte, assis sur cette chaise, pendant 2 soirées d'affilée, chaque fois 2 heures, et, évidemment, dans ces conditions, j'ai pu entendre quelque chose. Qu'en pensez-vous ? Vous avez écouté à la porte ? Oui. Allons maintenant chez moi. Il n'y a même pas de siège ici. Il ramena Avdotia Romanovna dans la première chambre, qui lui servait de salon, et lui offrit un siège. Il s'assit lui-même à l'autre bout de la table, à bonne distance d'elle, mais la flamme, qui avait déjà tant effrayé Dunetchka jadis, brillait dans ses yeux. Elle frissonna et regarda encore une fois autour d'elle avec effroi. Ce geste avait été involontaire. Il était visible qu'elle n'avait pas envie de montrer sa méfiance. Mais l'isolement de l'appartement de Svidrigaïlov la frappa enfin. Elle voulut demander si, au moins, sa logeuse était chez elle, mais elle ne posa pas la question. Par orgueil. En outre, une autre souffrance, beaucoup plus intense que la crainte pour elle-même, habitait son cœur. Cette souffrance était insupportable. « Voici votre lettre », débuta-t-elle en déposant le pli sur la table. « Est-ce possible, ce que vous écrivez là ? Vous faites allusion à un crime qu'aurait commis mon frère. Votre allusion est trop nette. Vous ne pouvez plus maintenant renier vos paroles. Sachez que j'ai déjà entendu parler auparavant de ce conte absurde et que je n'en crois pas un mot. C'est une suspicion hideuse et ridicule. Je suis au courant de l'histoire. Je sais comment et pourquoi elle a été inventée. Vous ne pouvez avoir de preuves. Vous avez promis de prouver vos affirmations. Parlez donc. Soyez persuadés, avant tout, que je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Dunetchka dit ces paroles très rapidement, en se hâtant, et pendant un instant, le sang monta à son visage. Si vous ne me croyez pas, auriez-vous risqué de venir chez moi seul ? Pourquoi êtes-vous venu ? Par pure curiosité ? Ne me torturez pas. Parlez, parlez. Il n'y a pas à dire, vous êtes une vaillante jeune fille. Je vous le jure, je pensais que vous demanderiez à M. Razumikine de vous accompagner ici. Mais il n'était ni avec vous, ni dans les environs. J'ai bien regardé. C'est audacieux. Vous avez donc eu pitié de Rodion Romanovitch. D'ailleurs, tout est divin en vous. Que vous dirais-je bien au sujet de votre frère ? Vous venez de le voir vous-même. Vous avez vu comment il est. Mais vous ne vous basez que sur cela ? Non, pas sur cela, mais bien sur ses propres paroles. Il est venu ici, chez Sofia Semyonovna, 2 soirs d'affilée. Il lui a fait une confession complète. C'est un assassin. Il a tué une vieille veuve de fonctionnaire, une usurière chez laquelle il avait des objets en gage. Il a tué aussi la sœur de celle-ci, une marchande nommée Elisaveta, qui était entrée inopinément au moment du crime. Il les a tuées toutes les 2 avec une hache qu'il avait apportée avec lui. Il les a tuées pour voler, et il a volé. Il a pris de l'argent et certains bijoux. Il a dit cela mot à mot à Sofia Semyonovna, qui est la seule à connaître le secret, mais qui n'a participé au meurtre ni en parole ni en acte, et qui, au contraire, a été épouvantée, comme vous à présent. Soyez tranquille, elle ne le trahira pas. « Ce n'est pas possible, » murmurait Dunetchka, de ses lèvres devenues exsangues. Elle étouffait. « Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune raison. Pas la moindre, aucun prétexte. C'est un mensonge, un mensonge. Il a volé, c'est là toute la raison. Il a pris l'argent et les bijoux. Il est vrai que, de son propre aveu, il n'a profité ni de cet argent ni de ses bijoux, et il est allé les cacher sous une pierre où ils sont encore. Mais il a fait cela parce qu'il n'a pas osé s'en servir. Mais est-ce possible qu'il ait volé ? Qu'il ait pu avoir cette idée ? S'écria Dounia en bondissant de sa chaise. Vous le connaissez ? Vous l'avez vu ? Est-il capable de voler ? Il semblait qu'elle suppliait Svidrigaïlov. Elle avait oublié sa terreur. Il y a des millions de réponses à votre question.
des millions de combinaisons et de classements. Avdotia Romanovna. Le voleur vole. En revanche, il sait bien qu'il est vil. D'un autre côté, on m'a raconté l'histoire d'un homme honorable qui a dévalisé la poste. Qui sait? Peut-être pensait-il qu'il avait fait vraiment quelque chose d'honnête? Évidemment, je n'aurais pas cru cela, comme vous, si j'avais entendu ce récit fait par une tierce personne. Mais j'ai dû croire ce qu'ont entendu mes propres oreilles. Il a exposé toutes ses raisons à Sofia Semyonovna, et même celle-là n'a pas cru tout d'abord ce qu'il lui disait, mais elle a dû finalement accepter l'évidence, car il lui en a fait personnellement le récit. Et quelles sont les causes? C'est une longue histoire, Avdotia Romanovna. Il y a là, comment vous dirais-je, une théorie qui autorise, par exemple, à commettre une mauvaise action partielle si le but principal est bon. Une seule mauvaise action, et sans bonne. Il est vrai aussi qu'il est vexant pour un jeune homme pourvu de mérite et d'un incommensurable amour-propre de savoir qu'il lui aurait suffi de 3000 roubles, par exemple, pour que son avenir s'agence d'une toute autre façon et de s'apercevoir qu'il n'a pas ces 3000 roubles. Ajoutez à cela l'irritation provenant de la faim, du logement trop étroit, des vêtements en loques, de la vive conscience de sa position sociale et aussi de la situation de sa sœur et de sa mère. Mais surtout, la vanité, l'orgueil et la vanité. Du reste, Dieu sait peut-être qu'avec de bons sentiments, je ne l'accuse pas, n'en croyez rien. D'ailleurs, ce n'est pas mon affaire. Il y avait là aussi une certaine théorie personnelle, une simple théorie, suivant laquelle les hommes se subdivisent en troupeaux et en exceptionnels, c'est-à-dire en hommes supérieurs, pour qui la loi n'est pas écrite, mais qui, au contraire, écrivent la loi pour les autres hommes, pour le troupeau, c'est-à-dire pour les rebuts. Pas mal, cette théorie. Une théorie comme une autre. Il est terriblement emballé pour Napoléon, c'est-à-dire, ce qui l'a emballé, c'est que beaucoup de génies ne se soucient pas de méfaits isolés, qu'ils passent outre sans même y réfléchir. Je crois qu'il s'est imaginé être lui aussi un génie, c'est-à-dire qu'il en a été persuadé quelque temps. Il a beaucoup souffert, et il souffre encore à la pensée qu'il a pu inventer une théorie, mais qu'il n'a pas été capable de passer outre du méfait isolé sans même y réfléchir, et que, par conséquent, il n'est pas un génie. Et ceci est bien humiliant pour un jeune homme plein d'orgueil, surtout à notre époque. Et les remords? Vous lui niez donc tout sentiment moral, mais il n'est pas ainsi. Oh, Avdotia Romanovna, tout est troublé à présent. C'est-à-dire, en somme, cela n'a jamais été en ordre. Les Russes ont les idées grandes en général, Avdotia Romanovna, grandes comme leur pays, et ils sont extrêmement enclins au fantastique et au désordonné. Mais c'est un malheur que d'être large d'idées sans être particulièrement génial. Vous souvenez-vous des longues conversations du même goût et sur le même sujet que nous avons eues entre nous, chaque soir après le dîner, sur la terrasse, dans le jardin? Vous me reprochiez précisément cette largesse d'idées. Qui sait, peut-être parlions-nous de cela pendant qu'il restait couché à ruminer son dessin. Chez nous, la société cultivée n'a pas de tradition particulièrement sacrée, Avdotia Romanovna. Peut-être arrive-t-il que l'un ou l'autre s'en établisse d'après les livres, ou qu'ils déduisent, à son usage, des chroniques anciennes. Mais ceux-là sont plutôt des savants, et, vous savez, ce sont des benets dans leur genre, si bien qu'il ne serait pas convenable pour un homme du monde de suivre cette voie. Du reste, vous connaissez mes idées. Je n'accuse absolument personne. Moi-même, je suis oisif, j'ai les mains blanches et je garde cette ligne de conduite. Nous avons d'ailleurs parlé de tout cela plus d'une fois. J'ai même eu le bonheur de pouvoir vous intéresser avec mes raisonnements. Vous êtes très pâle, Avdotia Romanovna. Je connais cette théorie. J'ai lu son article dans la revue au sujet des hommes exceptionnels auxquels tout est permis. Razumikine me l'a apporté. Monsieur Razumikine? L'article de votre frère,
Dans la revue ? Il existe un tel article ? Je ne le savais pas. Comme ce doit être curieux. Mais où allez-vous, Avdotia Romanovna ? Je vais voir Sofia Semyonovna, dit Dunetchka d'une voix faible. Quel est le chemin pour aller dans sa chambre ? Elle est peut-être arrivée. Je veux absolument la voir maintenant. Je veux qu'elle... Avdotia Romanovna ne put achever. Le souffle lui fit littéralement défaut. Sophie Semyonovna ne rentrera pas avant la nuit, je le présume. Elle devait rentrer tout de suite, ou sinon très tard. Ah, tu mens alors. Je vois. Tu as menti. Tu mentais tout le temps. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas, criait Dunetchka, saisie de rage et perdant complètement la tête. Elle s'effondra, sur le point de s'évanouir, sur une chaise que Svidrigaïlov s'était hâté de lui avancer. « Avdotia Romanovna, qu'avez-vous ? Reprenez vos esprits. Voici de l'eau. Buvez une gorgée. » Il l'aspergea d'eau. Dunetchka frissonna et revint à elle. « Quel effet !» murmura Svidrigaïlov à part lui en fronçant les sourcils. « Avdotia Romanovna, tranquillisez-vous. Sachez qu'il a des amis. Nous le sauverons. Nous le tirerons de ce mauvais pas. Voulez-vous que je parte avec lui à l'étranger ? J'ai de l'argent. Je saurai obtenir un billet pour lui avant 3 jours. Même s'il a tué, il fera une foule de bonnes actions plus tard, si bien que tout sera effacé. Tranquillisez-vous. Il peut encore devenir un grand homme. Eh bien, qu'avez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Le scélérat, il raille encore. Laissez-moi aller. Où allez-vous ? Mais où allez-vous ? Chez lui. Où est-il ? Vous le savez ? Pourquoi cette porte est-elle fermée à clé ? Nous sommes entrés par cette porte et maintenant elle est fermée à clé. Quand avez-vous pris le temps de la fermer ? Nous ne pouvions pas parler, toutes portes ouvertes. Je ne raille pas du tout. Je suis tout simplement là de parler ce langage. Allons, comment voulez-vous partir dans l'état où vous êtes ? Vous voulez le trahir ? Vous le rendrez enragé et il se trahira lui-même. Sachez qu'on le surveille déjà, qu'ils sont déjà sur sa piste. Vous ne feriez que le trahir. Attendez, je viens de le voir et de lui parler. On peut encore le sauver. Asseyez-vous, réfléchissons ensemble. C'est pour cela que je vous ai fait venir ici, pour parler de cela seul avec vous, et pour bien examiner le problème sur toutes ses faces. Mais asseyez-vous donc. Comment pouvez-vous le sauver ? Est-il possible de le sauver ? Dounia s'assit. Svidrigaïlov s'assit à côté d'elle. Tout cela dépend de vous seul, commença-t-il, les yeux étincelants, à voix très basse, en bafouillant et, dans son émotion, ne pouvant prononcer certains mots. Dounia se recula, effrayée. Il tremblait tout entier. Vous, un mot de vous, et il est sauvé. Je le sauverai. J'ai de l'argent et des amis. Je l'enverrai immédiatement à l'étranger, et moi, je prendrai un passeport, 2 passeports. Un pour lui, un pour moi. J'ai des amis. Je connais des gens bien placés. Voulez-vous ? Je prendrai aussi un passeport pour vous, pour votre mère. Qu'avez-vous besoin de Razumikine ? Je vous aime aussi. Je vous aime infiniment. Laissez-moi baiser le bas de votre robe. Laissez-moi. Je ne peux pas supporter de l'entendre bruisser. Dites-moi, faites ceci, et je le ferai. Je ferai l'impossible. Je croirai ce que vous croyez. Je ferai tout. Ne me regardez pas ainsi. Savez-vous que votre regard me tue ? Le délire s'emparait de lui. Quelque chose venait de se passer en lui, comme s'il avait un coup de sang. Dounia bondit et se précipita vers la porte. « Ouvrez ! Ouvrez !» cria-t-elle, appelant au secours et secouant la porte. « Ouvrez donc ! N'y a-t-il personne ?» Svidrigaïlov revint à lui et se leva. Un sourire méchant et railleur plissa lentement ses lèvres, qui tremblaient encore. « Il n'y a personne à la maison, » prononça-t-il doucement, avec dépose. « La logeuse est partie, ce n'est pas la peine de crier. Vous vous agitez pour rien. Où est la clé ? Ouvre la porte tout de suite, vil individu. J'ai perdu la clé, je ne peux pas la retrouver. »« Oh, mais c'est un piège !» s'écria Dounia.
elle devint pâle comme une morte et se précipita vers un coin où elle se réfugia derrière une petite table qui s'y trouvait. Elle ne criait pas, mais elle braqua ses yeux sur son bourreau en suivant chacun de ses gestes. Svidrigaïlov ne bougeait pas de sa place et lui faisait face de l'autre bout de la pièce. Il s'était dominé, tout au moins superficiellement, mais son visage était toujours pâle. Un sourire railleur ne quittait pas ses lèvres. « Vous avez dit « piège », Avdotia Romanovna. Si je me suis proposé de vous faire violence, vous pouvez bien penser que j'ai pris des dispositions en conséquence. Sofia Semyonovna n'est pas chez elle. Le logement des Kaperm Naumov est fort éloigné. Il y a 5 pièces vides et fermées qui les séparent de celui-ci. Enfin, je suis au moins 2 fois plus fort que vous, et en outre, je n'ai rien à craindre, car vous ne pourrez pas porter plainte après cela. Vous ne livrerez pas votre frère, et puis personne ne vous croira. Allons, pourquoi une jeune fille se serait-elle rendue chez un homme seul ? Si bien que, même si vous sacrifiez votre frère, vous ne prouveriez quand même rien. Il est très difficile de prouver qu'il y a un viol, Avdotia Romanovna. « Infâme individu !» balbutia Dounia, indignée. « Comme vous voudrez, mais remarquez que je n'ai émis que des hypothèses. D'après ma conviction personnelle, vous avez absolument raison. Le viol est une horreur. J'ai parlé seulement pour vous faire comprendre que vous n'aurez absolument rien sur la conscience, même si vous consentiez de plein gré à sauver votre frère de la manière que je vous propose. Ce serait vous soumettre aux circonstances, à la force, enfin, puisqu'on ne peut pas se passer de ce mot. Réfléchissez à cela. Le sort de votre frère et de votre mère est entre vos mains. Quant à moi, je serai votre esclave. Toute ma vie. Je vais attendre ici votre décision. » Svidrigaïlov s'assit sur le divan à 8 pas de Dounia. Celle-ci n'avait plus le moindre doute sur le caractère inébranlable de sa décision. En outre, elle le connaissait. Soudain, elle sortit un revolver de sa poche, l'arma et appuya la main qui le tenait sur la table. Svidrigaïlov bondit. « Ah, c'est ainsi !» s'écria-t-il, étonné, mais en souriant méchamment. « Eh bien, cela change du tout au tout la marche de l'affaire. Vous me facilitez extrêmement les choses, Avdotia Romanovna. Mais où avez-vous pris ce revolver ? Ne serait-ce pas monsieur Razumikine ? Bah, mais c'est mon revolver. » « Une vieille connaissance. Et moi qui l'ai tant cherché là-bas. Les leçons que j'ai eu l'honneur de vous donner n'ont, par conséquent, pas été perdues. »« Ce n'est pas ton revolver. Il appartient à Marfa Petrovna que tu as tuée. Scélérat ! Tu n'avais rien à toi dans sa maison. Je l'ai pris quand j'ai commencé à soupçonner ce dont tu es capable. Ose faire ne fût-ce qu'un pas et je te jure que je te tuerai. » Dounia était proche de la crise de nerfs. Elle tenait le revolver, prête à faire feu. « Et le frère ? » ?»« Je le demande par curiosité, » demanda Svidrigaïlov, toujours debout à la même place. « Dénonce-le si tu veux. Ne bouge pas un pas. Je vais tirer. Tu as empoisonné ta femme, je le sais. Tu es toi-même un assassin. »« Êtes-vous sûr que j'ai empoisonné Marfa Petrovna ? » ?»« Oui, toi. Tu avais fait allusion à cela. Tu m'avais parlé de poison. Je sais. Tu es allé en chercher en ville. Tu avais préparé. C'est sûrement toi, monstre. » »« Si même c'était vrai, ça aurait été à cause de toi. C'est toi qui en aurais été la cause. Tu mens. Je t'ai toujours haï. Toujours. »« Oh là, Avdotia Romanovna, vous avez oublié. Je vois comment, dans le feu de la propagande, vous vous penchiez vers moi, toute pâmée. Je l'ai vu à vos yeux. Vous souvenez-vous, le soir, la lune, le rossignol qui chantait ? Tu mens !» La rage étincela dans les yeux de Dounia. « Tu mens, calomniateur !»« Je mens ? Eh bien soit, je mens. J'ai menti. Les femmes n'aiment pas qu'on leur rappelle ces petites choses-là. » Il eut un sourire. « Je sais que tu feras feu, petit animal joli. Eh bien, tire. » Dounia leva le revolver et, mortellement pâle, la lèvre inférieure exsangue et tremblante,
le regarda de ses grands yeux noirs étincelants, toute décidée, mesurant la distance et attendant son premier mouvement. Jamais il ne l'avait vue aussi merveilleusement belle. Il lui sembla que le feu qui jaillit des yeux de Dounia au moment où elle leva le revolver l'avait brûlé et son cœur se serra douloureusement. Il fit un pas et le coup partit. La balle lui frôla les cheveux et frappa le mur derrière lui. Il s'arrêta et se mit à rire silencieusement. « Piqûre de guêpe. Elle vise la tête. Qu'est-ce ? Du sang ?» Il sortit son mouchoir pour essuyer le sang qui coulait en un mince filet sur sa tempe droite. Probablement la balle lui avait légèrement éraflé la peau du crâne. Dounia baissa le revolver et regarda Svidrigaïlov avec une sorte d'épouvante, plutôt avec une sorte d'atroce perplexité. Il semblait qu'elle ne comprît pas ce qu'elle avait fait et ce qui se passait. « Eh bien, vous m'avez manqué. Tirez encore ? J'attends, prononça doucement Svidrigaïlov, toujours souriant, mais d'un sourire quelque peu sombre. Si vous tardez tant, j'aurai le temps de sauter sur vous avant que vous n'armiez le revolver. Dunetchka frissonna, arma rapidement le revolver et le leva de nouveau. Laissez-moi, prononça-t-elle avec désespoir. Je vous le jure, je vais tirer encore. Je tuerai. Eh bien, à 3 pas, il est impossible de ne pas tuer. Mais si vous ne me tuez pas, alors... Ses yeux étincelèrent et il fit 2 pas en avant. Dunetchka pressa la gâchette. L'arme rata. Vous l'avez mal chargée, ce n'est rien. Vous avez encore une capsule ? Corrigez cela, j'attendrai. Il était debout, à 2 pas d'elle. Il attendait, et il la regardait avec une farouche résolution, d'un regard enflammé, passionné et lourd. Dounia comprit qu'il mourrait plutôt que de la laisser échapper. Et évidemment, elle le tuerait sûrement, maintenant qu'il était à 2 pas. Soudain, elle jeta le revolver. « Elle le jette !» prononça Svidrigaïlov avec étonnement, et il poussa un profond soupir. Il lui sembla qu'un grand poids était tombé de son cœur, et peut-être n'était-ce pas uniquement le poids de l'angoisse de la mort. Il était douteux, d'ailleurs, qu'il eût ressenti en cette minute. C'était plutôt la délivrance d'un autre sentiment, d'un sentiment plus profond et plus sombre qu'il n'aurait pu lui-même déterminer dans toute son ampleur. Il s'approcha de Dounia et l'enlaça doucement par la taille. Elle ne résistait pas, tremblant comme une feuille. Elle le regardait de ses yeux suppliants. Il voulut lui dire quelque chose, mais ses lèvres se tordaient sans qu'aucun son n'en sortît. « Laisse-moi » supplia Dounia. Svidrigaïlov frissonna. Ce tutoiement était différent de celui de tout à l'heure. « Ainsi, tu ne m'aimes pas ?» demanda-t-il doucement. Dounia fit non de la tête. « Et tu ne pourras pas ? Jamais ?» chuchota-t-il avec désespoir. « Jamais !» souffla Dounia. Une lutte effrayante et silencieuse se livra dans l'âme de Svidrigaïlov. Il la regarda d'un regard inexprimable. Soudain, il enleva son bras de sa taille, s'éloigna rapidement et s'arrêta à la fenêtre. Un moment passa encore. « Voici la clé. » Il la sortit de la poche gauche de son paletot et la mit derrière lui sur la table, sans regarder et sans se tourner vers Dounia. « Prenez, partez vite !» Il regardait fixement par la fenêtre. Dounia s'avança vers la table et s'empara de la clé. « Vite, vite !» répéta Svidrigaïlov, toujours immobile et sans se retourner. Mais dans cette exclamation perçait une note effrayante. Dounia le comprit, saisit la clé, se précipita vers la porte, l'ouvrit rapidement et s'échappa de la chambre. 1 minute plus tard, elle déboucha en courant comme une folle sur le quai du canal et se dirigea dans la direction du pont Z. Svidrigaïlov resta encore près de 3 minutes à la fenêtre. Enfin, il se retourna lentement, regarda autour de lui et se passa doucement la main sur le front. Un étrange sourire lui plissa le visage,
un sourire impitoyable, triste, faible, le sourire du désespoir. Le sang, déjà sec, lui tachait la paume de la main. Il le regarda avec haine. Ensuite, il mouilla une serviette et se frotta la tempe. Le revolver, qui avait été jeté par Dounia et qui avait glissé jusqu'à la porte, lui tomba sous les yeux. Il le ramassa et l'examina. C'était un petit revolver de poche, à 3 coups, d'un ancien modèle. Il y restait encore 2 charges et une capsule. On pouvait tirer encore un coup. Il réfléchit un instant, mit le revolver dans sa poche, prit son chapeau et s'en alla.